Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast. Bienvenue dans la saison 2 du podcast Lutte kurde. Aujourd'hui, nous accueillons 3 membres du réseau de gynéologie francophone. Lison, bonjour. Bonjour. Sarah, bonjour. Bonjour. Et Céline, bonjour. Bonjour. Donc, sans surprise, le sujet, c'est la gynéologie. Donc, on l'annonce dès à présent, c'est un premier épisode, qui a pour objectif de démystifier un petit peu ce qu'est la gynéologie. Et puis, on espère qu'on pourra dédier d'autres épisodes du podcast à cette thématique pour ne pas rester uniquement sur la question de la définition. Mais en tout cas, ça nous semble important de commencer par cela. Donc, est-ce que toutes les trois, vous pouvez me donner une définition de la gynéologie ? Alors la gynéologie, c'est la science des femmes. Alors pour préciser tout de suite, gynéologie, ça s'écrit gyn, J-I-N, et ologie, c'est la racine grecque pour toutes les sciences. Et ça veut dire la science des femmes. Et le mot gyn a aussi la même racine que le mot vie en kurde. Et donc c'est la science des femmes et de la vie. Alors, quand on parle des femmes et de la vie, on parle donc de l'existence, l'origine des femmes en tant qu'une identité politique, historique et révolutionnaire aussi, et en lien avec l'ensemble du vivant, c'est-à-dire l'ensemble de la société, mais aussi la nature, pour trouver des solutions aux problèmes sociaux, écologiques et de libération des femmes. Et la gynéologie, c'est une science où on mène des recherches, j'ai envie de dire, d'un point de vue global. C'est-à-dire, on va étudier plusieurs domaines de sciences et on essaye de voir les biais qu'il y a dans les sciences qui sont existantes déjà. Alors moi, la question que je me suis posée, et je vais la poser telle que j'avais l'intention de la poser initialement, même s'il m'avait très justement fait remarquer que c'était pas forcément la bonne façon de poser cette question-là, mais je le pose comme ça justement pour que vous puissiez expliciter pourquoi c'est pas pertinent de le présenter ainsi. En quoi la gynéologie diffère-t-elle du féminisme ? Pour moi, la gynéologie, c'est pas vraiment une différence avec le féminisme, c'est juste que, à mon sens, ça va plus loin que le féminisme, parce que c'est adossé à un projet de société, qui est le projet de société défendu par les Kurdes du confédéralisme démocratique. La gynéologie, par rapport au féminisme, moi je trouve ça plus global, encore une fois, et ça permet pour moi à des femmes d'être très actives dans la recherche de liberté. Et si j'entends bien de ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas une opposition, c'est-à-dire que il n'y a pas des choses que dit le féminisme, enfin les féminismes, parce qu'évidemment c'est pas quelque chose d'unique. Il y a des différents positionnements féministes, mais en tout cas l'idée c'est de dire ça va plus loin, ça englobe davantage de choses et c'est pas en opposition, si je comprends bien. Tout à fait. C'est cette notion de globalité où en fait pour moi, le féminisme fait partie de la gynéologie, quoi. La gynéologie englobe les idées féministes, bien sûr. Ça peut nous servir de base sur certains sujets ou de tremplin, en ça, on diffère pas du tout. Au contraire, c'est complètement complémentaire. Alors on est souvent confronté à cette question, c'est quoi la différence entre le féminisme et la gynéologie ? Pourquoi la gynéologie, c'est pas du féminisme kurde ? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la gynéologie a 3 fondements, est fondée sur 3 bases importantes. La première, c'est l'expérience du mouvement des femmes kurdes, donc depuis presque 50 ans maintenant d'expérience, autant théorique que pratique. Et donc la gynéologie prend en son sein cette expérience. La lutte des femmes dans le monde, l'histoire de la lutte des femmes avant le féminisme aussi, depuis que le patriarcat existe, ou même avant, le rôle des femmes dans la société et les attaques que les femmes ont subies et leur manière de résister, ça fait partie de la gynéologie. Et bien entendu, le féminisme que l'on considère
comme Abdullah Öcalan, comme le soulèvement de la plus ancienne colonie, de la plus ancienne nation, si on considère les femmes comme un groupe social qui a été attaqué par l'État et le patriarcat. Et bien entendu, toutes, on va dire, les luttes féministes, que ce soit au niveau des analyses qui ont été faites, que ce soit au niveau aussi de l'organisation des femmes, autant dans les temps modernes, c'est très très important pour la gynéologie, mais la gynéologie ne se limite pas à cette expérience féministe. Elle, et comme l'ont dit mes camarades, elle va au-delà, en essayant de bien sûr prendre tout cet héritage pour essayer de trouver une sortie et de dépasser aussi les limites qu'ont pu avoir que ce soit les mouvements féministes ou tous les mouvements de femmes ou les mouvements de libération en général jusqu'à aujourd'hui. Et pour compléter, je pourrais dire que le féminisme, souvent, on l'entend comme féminisme à l'occidental. Et la gynéologie, pour moi, c'est quelque chose aussi qui part de d'autres peuples. Et moi, c'est ce qui m'a intéressée quand je suis allée vers la gynéologie, c'est que c'est pas pour moi, c'est pas descendant, quoi. C'est pas des femmes blanches qui expliquent comment on libère les femmes, mais ça part d'une autre partie d'un autre continent. Et ça, c'est intéressant aussi d'avoir une autre vision. Non, mais ce qui est intéressant dans la gynéologie et le fait qu'elle s'adosse à un projet de société, c'est qu'il y a aussi une question très importante qui est la question du changement des mentalités. Et moi, c'est ce qui me touche beaucoup dans la gynéologie, c'est le fait que non seulement on va faire des recherches, on va rechercher nos origines en tant que femmes, qui nous sommes en tant que femmes, qu'est-ce que nous avons perdu à cause du patriarcat et du capitalisme en tant que femmes, mais aussi on va faire tout un travail de changer les mentalités et d'expulser l'homme dominant de chacun et chacune d'entre nous. Et c'est aussi dans la perspective de vivre en société, dans une société libre et une société égalitaire entre hommes et femmes. Alors là, tu viens d'utiliser une expression que moi j'ai lue sous la plume d'Abdullah Öcalan, qui est d'expulser l'homme dominant. Lui, il dit tuer l'homme dominant. Et je crois que parmi les choses que j'ai lues et qu'il a écrites, c'est sans doute la phrase qui m'a le plus marquée. Et ce qui m'a beaucoup intéressée dans ce que toi tu viens de dire, c'est que tu as dit en chacun d'entre nous, femmes comme hommes. Et je pense que ça, c'est peut-être une dimension qu'on oublie quelquefois, c'est que évidemment que dans un système, puisque comme tu le disais Sarah, les femmes et le peuple qui a été le colonisé depuis le plus longtemps, expulser l'homme dominant, c'est évidemment au sein des hommes, mais c'est aussi au sein des femmes. C'est-à-dire que la culture patriarcale, elle imprègne évidemment le dominant, puisque c'est la condition de sa domination, mais elle imprègne aussi le dominé. Et donc les résistances au changement, elles viennent aussi des femmes, alors que le changement leur serait profitable. Est-ce que la gynéologie, ça permet aux femmes de prendre conscience de certaines choses, et notamment du fait qu'elles sont dans une position dominée, puisque avant de pouvoir sortir d'un système de domination, il faut déjà prendre conscience du fait qu'on est dans un système qui fait de nous des personnes dominées, et avec tout ce discours où parfois le mot victime commence à devenir un mot qui est teinté de façon négative, il y a beaucoup de femmes qui s'illusionnent dans le fait qu'elles ne sont pas dominées. Elles disent mais moi j'ai pas de problème, j'ai pas besoin de féminisme parce que je ne vis pas ces rapports-là. Moi je pense que ces femmes sont dans l'illusion, et c'est une illusion que je comprends, parce que évidemment que c'est dérangeant, déroutant, blessant de se dire qu'on est dans un système où on n'a pas une position de force. C'est pour ça que moi je trouve intéressant que la gynéologie parte du Proche-Orient, parce que on a souvent l'impression en Occident et en France que nous, les femmes, beaucoup de personnes considèrent qu'on a acquis, c'est bon, l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'on a beaucoup de droits, et que quand même, il faut plutôt s'intéresser aux femmes. Alors c'est très politique, mais qui portent le voile, parce que elles, les pauvres, elles sont dominées, mais pas nous. Et moi, ce discours, il me dérange vraiment, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans mon entourage qui sont dominées, mais qui ne s'en rendent pas compte, comme tu l'as dit. Et la gynéologie, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un discours descendant, c'est qu'on va demander ou permettre à chaque femme de se questionner elle-même sur sa condition, sa position, et sur son territoire aussi. C'est vrai que cette notion aussi de où est-ce qu'on vit, qui est-ce qui nous entoure, nous permet aussi de nous rendre compte dans quelle position on se trouve. Position sociale, mais aussi position de femme, en fait, même si on a l'impression d'être libre.
Oui, surtout aussi en tant que femme, on peut se considérer comme victime, mais c'est important aussi de se rendre compte à quel point on est parfois dominante et parfois dominée. En fait, chaque individu est dans les deux positions souvent, et que donc c'est important à la fois de reconnaître qu'on est dominé pour pouvoir lutter contre et lutter collectivement, et ensuite c'est important aussi de savoir à quels endroits aussi on est dominante pour pouvoir travailler sur cette domination et essayer de s'en débarrasser. Je pense que aussi, bien entendu, de la part de beaucoup de mouvements de libération, notamment aussi les mouvements féministes, il y a eu différents courants, on va dire, féministes. Il y a eu une analyse en fait aussi du caractère systématique et historique de la domination des hommes sur les femmes ou de la constitution du patriarcat. C'est quelque chose aussi qu'on va approfondir en gynéologie pour pouvoir en fait comprendre, parce que comme on l'a dit avant, aujourd'hui, que ce soit l'histoire ou toutes les sciences en général, les sciences sociales et la manière de voir le monde est biaisée par en fait un point de vue qui est moderne, souvent eurocentré, androcentré, donc qui était un système scientifique qui a été créé et diffusé par les hommes, auquel grâce à la lutte, les femmes ont pu aussi participer, mais jusqu'à quel point on a transformé ces sciences, ça c'est important. Et donc grâce à la gynéologie, on va pouvoir retrouver vraiment une forme de vérité de notre existence, et pas juste ici et maintenant, mais historiquement, et rompre aussi un peu avec cette question de progressiste de l'histoire, de penser qu'on a toujours été opprimés, on a toujours été des victimes aussi, et que à un moment donné on s'est réveillé. Et en fait non, c'est pas comme ça, il y a eu d'autres systèmes, on en a parlé dans un autre podcast auparavant, que je ne peux que vous inviter à aller écouter, donc sur les écrits féministes d'Abdullah Öcalan. Et donc voilà, je pense que c'est ça aussi la différence de la gynéologie, c'est vraiment en fait de déchiffrer tout ce qui est caché, mais aussi surtout de trouver des solutions, de pas juste s'attaquer aux problèmes, mais aussi de comprendre comment est-ce qu'on peut dépasser les problèmes, et aussi, on va dire, les pièges du système qui font que les femmes, sans s'en rendre compte, comme tu l'as dit, vont participer au système de domination, quel qu'il soit, et comment rompre avec ça en se rencontrant aussi entre femmes de différentes origines, de différentes cultures, avec différentes histoires et de différents territoires. Alors vous avez toutes les trois évoqué le fait que la gynéologie c'est quelque chose qui est marqué d'un point de vue du territoire, puisque ça a été pensé, initié au Kurdistan. Est-ce que peut-être, maintenant qu'on a réussi à définir ce que c'est que la gynéologie, nous faire un bref historique sur comment c'est né, comment ça s'est développé, et puis comment ça s'organise aujourd'hui à travers le monde? Donc, comme on l'a dit auparavant, la gynéologie, c'est le résultat de dizaines d'années de lutte du mouvement des femmes kurdes. Les femmes kurdes, depuis la fin des années 70, vont s'organiser dans les 4 parties du Kurdistan. Elles vont peu à peu constituer un mouvement autonome qui va organiser à la fois les femmes dans les domaines de l'autodéfense, mais aussi de l'éducation, de la santé, des médias, de la justice, etc., etc. Ce qui a abouti notamment à ce que beaucoup de gens connaissent, qui est la révolution du Rojava dans le nord et l'est de la Syrie, mais qui en fait est une révolution qui a fleuri dans les montagnes du Kurdistan et notamment dans le nord du Kurdistan en Turquie, où les premières militantes en fait se sont organisées, et peu à peu elles sont devenues un mouvement, le mouvement le plus dynamique et important au Kurdistan, au Moyen-Orient, mais aussi aujourd'hui qui a un caractère international, qui inspire des femmes du monde entier. Et peu à peu est venue aussi la nécessité de systématiser aussi les connaissances, donc l'expérience du mouvement, mais aussi toutes ces connaissances historiques, sociologiques, à partir d'un nouveau point de vue de transformation sociale, à partir d'un regard de femme organisée aussi collectivement, c'est pas juste individuel, c'est collectif. Eh bien, il y a eu la proposition en 2008 dans le 3e volume du manifeste pour une civilisation démocratique d'Abdullah Öcalan, qui s'appelle Sociologie de la liberté, que vous pouvez trouver en français aujourd'hui, et donc il va proposer la gynéologie en disant il faut que les femmes aussi systématisent leurs connaissances et que ensemble elles puissent, grâce à leur recherche sociologique, connaître leur propre réalité, les différentes réalités, les racines des problèmes,
et une solution à ces problèmes. Et donc, peu à peu, des comités de gynécologie, des structures de gynécologie se sont développées. Il y a un magazine de gynécologie dans le nord du Kurdistan et en Turquie. Il y a différents travaux qui sont mis en place dans le sud du Kurdistan, en Irak, et malgré les difficultés, en Iran aussi, et dans l'est du Kurdistan, il y a une volonté de développer la gynécologie. C'est surtout au Rojava que la gynécologie s'est développée, puisque grâce à la révolution, ça a donné, on va dire, un terrain et des conditions favorables au développement. Et donc, il y a une faculté de gynécologie, il y a des centres de recherche locaux de gynécologie, il y a aussi un institut, l'Institut Andrea Wolf, qui accueille des femmes qui viennent d'autres pays du monde et qui veulent en savoir plus et qui veulent rejoindre le travail. Et en Europe aussi, il y a différents groupes de gynécologie dont nous faisons partie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les ressources francophones sur la gynécologie? Est-ce qu'il y a des écrits, un site internet qui existe? Oui, nous avons un site internet qui est international, mais pour la page en français, c'est gynéologie.eu/fr. Et donc aussi un petit ouvrage qui a été édité. Je ne sais pas si on peut le trouver facilement, mais en tout cas c'est une brochure qui s'appelle Gynéologie et qui a été éditée par le centre de Bruxelles, voilà, et qu'on peut a priori trouver, acheter. Voilà. Oui, et au centre à Bruxelles, oui, il y a pas mal de références, de documentation. Et on a aussi sur Internet, sur YouTube, on peut trouver des vidéos, des conférences ou des résultats d'ateliers, voilà. À plusieurs reprises, vous avez employé le terme de mouvement autonome. Et moi qui ne suis pas kurde, qui découvre encore depuis peu toutes ces questions, ce qui m'a sans doute le plus marqué, frappé, c'est à quel point l'existence de mouvements autonomes est reconnue, j'ai presque envie de dire plébiscité, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui, de ce que j'en perçois, questionne, en tout cas plus actuellement. J'imagine que ça a été le cas à un moment donné, mais en tout cas maintenant c'est quelque chose qui est intégré. Et quand je vois les questions, notamment en France, puisque c'est le pays depuis lequel nous vous parlons, où ce qu'on appelle les choses tout ce qui est organisé, soit il y a deux termes qui sont employés, soit en non-mixité, soit en mixité choisie, ça rencontre encore des oppositions. Ça rencontre des oppositions sur les questions féministes, mais je trouve que ça commence un petit peu à être accepté. Voilà, par exemple, je pense à des ateliers d'autoréparation de vélo en mixité choisie. Il y a de temps en temps encore un petit débat sur la question, mais quelque part c'est intégré, on comprend l'intérêt. Par contre, sur les questions racistes, quand il y a des choses qui sont en mixité choisie, ça reste encore beaucoup décrié. Je trouve que chez les Kurdes, c'est quelque chose qui l'intérêt de se retrouver entre soi, parmi des personnes qui subissent une forme de domination, c'est quelque chose qui est accepté, intégré, porté. Est-ce que vous pouvez confirmer déjà cette intuition que j'ai? Et puis, plus important pour moi encore, est-ce que vous pourriez, si vous vous en souvenez, me décrire ce que ça vous a fait vivre intimement de vous retrouver pour la première fois dans ce type d'espace? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Quelles sont les choses que vous avez perçues qui, jusqu'alors, vous étaient invisibles parce que la mixité vous empêchait de les penser ou de les ressentir? Parmi les choses dont on souhaite se débarrasser aussi, c'est la question de la rivalité entre femmes. Et je trouve que le fait de se retrouver entre femmes et de ne pas avoir à se sentir rival parce qu'on attendrait l'approbation d'hommes, ça c'est très important et ça permet vraiment de se libérer de ça et même de plus y penser du tout. Donc c'est assez puissant. Et dans le mouvement des femmes kurdes, une notion qui est très importante aussi, c'est le fait d'aimer son genre. Et donc le fait de se retrouver entre femmes et d'apprendre à se connaître, de faire des recherches ensemble, de pratiquer la gynéologie de manière générale. En fait, ça permet de nous aimer les unes les autres et d'aimer notre genre. Et moi, ce que ça m'a fait beaucoup aussi, c'est d'apprécier les histoires de toutes les femmes. En fait, c'est de me rendre compte que toutes les femmes avaient, chaque femme a sa valeur, son histoire. La gynéologie, ça m'a permis de m'ouvrir à toutes les femmes, en fait, et de poser un regard de tendresse, d'amour sur toutes les femmes que je rencontre et de leur donner de la valeur à chacune. Moi, je rejoins totalement ce qu'a dit Lison.
pour moi, me retrouver en non-mixité maintenant, c'est même plus un sujet, quoi. C'est pour ça que j'aime le mouvement kurde, parce que il y a pas de débat. On est en mixité ou en non-mixité, c'est comme ça, c'est fluide en fait. Je me sens pas obligée de me justifier ou quoi que ce soit. Et me retrouver en non-mixité, moi, c'est quelque chose qui était pas nouveau pour moi, mais ce que ça m'a apporté, comme disait Lison, c'est que moi j'ai appris dans des grands groupes de femmes, parce que quand même quand on se retrouve sur des camps ou quoi, on est nombreuses, j'ai appris à aimer toutes les femmes. Là où des fois je vais tomber dans les biais patriarcaux de pouvoir critiquer mes semblables ou voilà, ou regarder différemment. Là j'ai vraiment appris à dépasser, à me dépasser et à dépasser certains a priori que je pouvais avoir. Comme a dit Lison, le fait d'entendre les récits de chaque femme, on se rend compte que chacune d'entre nous a des histoires différentes et qu'en même temps, on a chacune des points communs. On a toutes vécu des choses inacceptables du fait de notre genre. Et ça, je trouve que ça nous soude énormément. Et moi, maintenant, quand je quitte les camps de gynécologie ou mes groupes de gynécologie, je regarde les femmes de mon entourage complètement différemment. Même celles avec qui j'ai des désaccords. Et ça m'aide vraiment beaucoup. Voilà, à passer au-dessus pas mal d'a priori. Et comme tu l'as dit, je pense que c'est très difficile parfois à faire comprendre l'importance en fait de ces espaces que nous on appelle donc autonomes. Et aussi parfois c'est difficile parce que chacune va avoir une définition différente de qu'est-ce que l'autonomie. Donc on va se retrouver confronté soit, comme tu le disais aussi au départ, à peut-être parfois des femmes qui pensent que puisqu'on a l'égalité législative, on va dire, de droit, eh bien l'égalité elle est acquise. Et le fait de se rencontrer entre femmes et de pouvoir avoir une parole ouverte aussi, souvent on prend conscience que cette égalité n'est pas réelle et qu'il y a encore beaucoup à faire, ou que parfois on a une image de qu'est-ce que l'égalité, mais où du coup on s'éloigne de notre propre genre aussi, comme disait Lison. D'un autre côté aussi, dans beaucoup d'espaces, que ce soit militants ou sociaux en général, dès que les femmes veulent se rencontrer entre elles, on le voit comme une séparation, comme un effet marginal, et c'est très difficile parfois de le faire accepter en fait à l'entourage ou aux dans les différentes organisations. Donc ça aussi, ça fait partie de la lutte. Mais je pense que ce qui est très très important de voir dans la définition de l'autonomie qui est faite au Kurdistan, c'est l'autonomie des femmes, mais aussi l'autonomie démocratique en général, c'est de dire que chaque groupe social, que ce soit pour des raisons culturelles, que ce soit pour des raisons d'identité, que ce soit pour des raisons justement de structure de domination historique, et établi, eh bien, il y a besoin de se connaître soi-même. Et donc, ces espaces vont être importants. Donc, ça peut être que la nation kurde s'organise en tant que nation kurde, qu'à l'intérieur de cette nation kurde, il y a différentes croyances, certaines croyances qui ont été niées, qui ont été interdites, etc. Donc, il y a besoin aussi à l'intérieur d'une forme aussi d'autonomie de ces groupes. Pareil en ce qui concerne le genre, les femmes. Donc, avec les femmes qui vont à la fois créer leur propre système autonome, mais aussi participer au système général, c'est-à-dire qu'elles se coupent pas de l'ensemble de la société, au contraire, mais qu'elles créent leur système. Mais l'autonomie aussi, c'est pas chacun dans son coin, chacun de son côté, divisés les uns des autres ou les unes des autres, mais au contraire de dire on a des espaces sociologiques et politiques où on va créer nos propres structures, mais ces structures, elles sont coordonnées entre elles et on ne lâche jamais le lien qu'on crée avec l'ensemble de la société. Et donc c'est ça qui est fort dans le système de confédéralisme démocratique et qu'on essaye de développer dans la gynéologie, que on puisse chacune connaître notre histoire, notre réalité, pouvoir la partager avec l'ensemble des femmes et avoir une vision globale, comme disait aussi Céline avant, et prendre conscience de notre genre, mais aussi de comment est-ce que les formes de patriarcat, de domination sont multiples à différents moments de l'histoire et dans différents territoires, mais comment est-ce qu'en fait ils ont le même but et comment est-ce qu'on peut faire obstacle à ces attaques et développer un système ensemble de liberté. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment la gynéologie remet en question l'État-nation? Parce que tu parlais précédemment de confédéralisme démocratique. Est-ce que vous pouvez un petit peu détailler de quoi il s'agit et en quoi la gynéologie contribue à la réflexion sur le confédéralisme démocratique?
Alors la généalogie fait remonter son histoire, l'histoire des femmes et l'histoire de l'humanité à une période pré-néolithique pendant laquelle ce qu'on appelle les sociétés naturelles en fait étaient des sociétés égalitaires, communales, avec les femmes au centre de la société et qui n'étaient pas du tout des matriarcats dans le sens l'inverse du patriarcat, mais qui étaient des sociétés centrées sur les femmes, mais au sens les personnes qui préservent la vie, reproduisent la vie et donnent la vie. Après la révolution néolithique qui a été portée par les femmes, se sont mis en place des États. Et dans la généalogie, on considère que tous les États, à partir du moment où ils vont à l'encontre, ils vont imposer une façon de s'organiser qui diffère de l'organisation naturelle, comme on l'appelle, de ces sociétés naturelles. À partir de ce moment-là, c'est là que, la porte a été ouverte au patriarcat et au capitalisme. Et donc, on considère que tous les États-nations maintenant et la façon dont le monde est organisé en États-nations, en fait, on peut pas imaginer une société qui ne soit pas capitaliste et qui ne soit pas patriarcale si on reste dans ce système d'État-nation. Et donc pour nous, il s'agit de s'organiser autrement, en dehors de l'État, et de créer des sociétés qui soient autonomes de l'État. Suite à ce que vient de dire Lison, on peut dire que la généalogie est une forme d'expérimentation de nouvelles formes de prise de décision et de vie collective qui diffèrent de l'État-nation. C'est-à-dire qu'on n'a pas un pouvoir centralisateur qui décide de tout pour nous, mais on s'organise en communes pour essayer de pouvoir prendre des décisions et faire remonter ensuite ces décisions. Si on regarde dans l'histoire, il y a eu plusieurs formes en fait d'États. Il y a eu des États qui sont apparus avec l'apparition aussi du système hiérarchique et notamment l'institutionnalisation de la famille patriarcale et donc qui sont des modèles en fait qui vont se développer de manière parallèle avec d'un côté un roi ou en tout cas on va dire un pouvoir politique, militaire et religieux qui va surplomber le reste de la population, voire même aussi avec une partie de la population qui vont être des esclaves. Et dans la famille, on va voir que c'est le patriarche, le père, qui va avoir le droit de vie et de mort et tous les, on va dire les pouvoirs au sein de la famille sur les enfants, les épouses, etc. Donc c'est une forme qui s'est développée et qui en fait peu à peu au fil de l'histoire va aboutir au temps de la modernité à la constitution de l'État-nation. Donc c'est basé sur une langue, un peuple, une culture et qui va en fait peu à peu éradiquer la diversité qui, comme l'a dit Lison, fait partie de la nature organique, sociale, et que nous on appelle aussi la forme originelle, en fait, naturelle d'organisation de la société. Et c'est pour ça qu'au XXIe siècle, si on regarde l'État-nation, en tout cas cette pensée de l'État-nation a joué un rôle fondamental dans les génocides, mais aussi dans les féminicides systématiques qui sont perpétrés quotidiennement, et également l'écocide, c'est-à-dire cette crise écologique et la disparition on va dire, avec cette mentalité de pouvoir, d'uniformisation capitaliste, l'exploitation aussi de la nature. Et donc la généalogie cherche, grâce au système de confédéralisme démocratique qui est basé sur 3 piliers, la démocratie, l'écologie et la libération des femmes, de pouvoir diffuser, organiser une nouvelle forme de pensée et de mode de vie social. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que tu viens de dire, à mon sens, j'avais assisté à une conférence qui présentait ce qu'on appelle le contrat social du Rojava, donc du nord-est de la Syrie, qui est une forme de constitution qui ne dit pas son nom. Et l'analyse qu'en faisait l'intervenant et que j'ai trouvé absolument passionnante, c'est de dire précisément à l'inverse de ce qui se passe dans les États-nations habituellement, où on parle effectivement, comme tu viens de le lister, d'un peuple, d'une nation, d'une langue. Tous ces termes-là reviennent dans le contrat social, mais ils sont au pluriel. Et c'est extrêmement intéressant parce que justement, on a l'habitude, qui finalement est une habitude qui n'est pas à penser, de réfléchir en termes d'unité.
Et ce que nous invite à faire ce contrat social, c'est de penser autre chose, de manière à justement ne pas être dans une uniformisation, parce que l'uniformisation finalement très souvent est illusoire, puisque les peuples sont divers, les langues sont diverses, et l'uniformisation se fait en règle générale par le biais de la domination, par le biais de la brutalité, et c'est aussi tout ça que vient questionner la gynéologie, en prenant un point de vue qui n'est pas un point de vue de dominant, et qui permet justement de questionner tout ce qui semble naturel, mais qui en fait est un construit social qui s'est fait par la violence en fait. Une question qui me vient, parce que j'aurais besoin de votre éclairage là-dessus, c'est que très souvent quand on parle de gynéologie, quand on demande la définition, quand on nous donne une définition simple, on nous dit c'est la science des femmes. Et le mot science est un terme qui est drapé d'une certaine neutralité. Et pourtant, dans cette brochure dédiée à la gynéologie et qu'on trouve en version francophone, il y a quelque chose de très juste qui est écrit et qui est « La science, prétendument libre d'émotions, de croyances et de valeurs, a été un champ dans lequel le pouvoir, le sexisme et le racisme sont devenus dominants. » Et moi, je suis très d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'on nous fait croire que la science est un terrain neutre factuel. Or, en règle générale, qui accède à des postes, ce sont souvent des hommes, ce sont des hommes qui sont dans des positions de domination raciale, sociale, sexiste aussi. Donc, la science n'est pas neutre. Et pourtant, pour la gynéologie, on parle de science des femmes. Alors, est-ce que c'est une manière de réhabiliter ce terme-là? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, malgré ce regard critique sur ce terme, et qui est un regard critique que je trouve juste, vous parlez quand même de science des femmes? La science, à la base, c'est quelque chose, un sujet sur lequel on réfléchit et qui est voué à évoluer. Donc je pense en ça que la gynécologie est une vraie science, au sens où nos recherches font évoluer la pensée, basiquement. En fait, la gynéologie ne rejette pas la science tout court. Au contraire, on prône la science et on se considère comme une science parce que nos réflexions, nos ateliers, nos recherches, toujours dans cette globalité qui me tient à cœur, font avancer la pensée, font avancer les états d'esprit, peuvent changer les mentalités, mais il faut qu'on accepte toujours de remettre en question ce qu'on a fait. C'est ça la science. Normalement, on doit pouvoir remettre en question le point de départ, le point de base, on doit pouvoir remettre en question la méthode aussi. Et malheureusement aujourd'hui, dans beaucoup de sciences, et ce qu'on appelle les sciences positivistes, c'est comme presque... Alors je vais peut-être aller un peu loin, mais presque on peut penser que c'est de la croyance dans certains domaines, parce que il y a un point qui a été établi et on n'a pas le droit de revenir dessus. C'est comme ça. Et voilà, dans certains domaines de recherche, on a l'impression que ce qui a été établi dans les années 60, et je pense par exemple à l'archéologie, qui est une science dure, ça a été établi dans les années 60, et aujourd'hui, ça commence à être questionné, mais pendant toutes ces années, on questionnait pas. C'était comme ça et c'était pas autrement. La méthode, c'était celle-ci, il n'y en avait pas d'autre. Aujourd'hui, on est en train, on le voit, ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast ou d'un autre sujet, mais on voit qu'on est en train de revenir quand même sur tout ça, de se rendre compte que tout ce qu'on avait acquis jusqu'à maintenant, si on remet en cause la méthode, si on remet en cause le biais patriarcal qui était bien présent à l'époque de la création de cette science, si on remet en question tout ça, eh bien on va partir sur d'autres résultats. Et aussi, il y a un point important, je pense, dans la gynéologie, c'est de rompre avec cette notion de sujet-objet, c'est-à-dire que généralement, le scientifique ou la science, avec cette forme de neutralité, c'est non seulement vu comme quelqu'un qui est en dehors de la société, qui la regarde de loin et qui voit la société comme un objet, comme une machine dont il faudrait comprendre les fonctionnements pour pouvoir soit la réparer quand il y a des problèmes, ou soit la manipuler ou en faire ce dont on a envie. Et les femmes aussi à l'intérieur de cette société sont doublement en fait des objets puisque elles sont vues comme simplement l'autre, la différence, et quelque chose qu'il faut comprendre, et pareil aussi pour mieux l'exploiter, ou en tout cas pour mieux la diriger dans un sens ou dans un autre.
la façonner, on va dire. Et donc la gynéologie, en fait, elle cherche à dire non, mais nous sommes des sujets, toutes les femmes, nous sommes des sujets, et c'est à nous aussi, et en même temps notre existence, c'est notre propre objet d'étude. C'est-à-dire qu'avec la gynéologie, on se cherche nous-mêmes, mais pas dans un point de vue simplement individuel ou personnel, mais aussi on se cherche à travers notre histoire, à travers les femmes qui nous entourent, à travers aussi le futur qu'on veut créer. Et donc on est, en fait, c'est pour ça qu'on n'est pas neutre. Et de toute façon, même les mouvements féministes et les mouvements décoloniaux, depuis très longtemps dans les académies, dans les universités, ont prouvé que non seulement rien n'est neutre, mais en plus cette neutralité, elle est utilisée pour attaquer les femmes, la nature et la société. Et donc de rompre avec cette neutralité, de dire non, nous on part d'un point de vue, on part de notre expérience, on parle de notre manière de voir les choses, d'être, et avec un objectif qui est clair, qui est de changer les choses, qui est de nous changer nous-mêmes aussi, et de changer la société, et d'essayer d'en finir avec toutes les formes de guerre, de violence, et de voir peu à peu quelle société égalitaire, libre et commune on peut construire ensemble, en défendant la diversité. Et dans la gynéologie, ce qu'on critique aussi dans la science telle qu'elle existe maintenant, c'est sa segmentation en disciplines et le fait de voir les problèmes de la société par le petit bout de la lorgnette à chaque fois, en fait, ça empêche d'avoir une vision d'ensemble et ça empêche de résoudre les problèmes en envisageant toutes les conséquences de tout problème dans la société, en fait, et de trouver des solutions qui seraient par exemple que partielles ou qui seraient même complètement déconnectées de la société. Donc dans notre manière de faire de la science dans la gynéologie, on s'efforce aussi de ne pas cloisonner les disciplines, on s'efforce de ne pas s'inscrire dans une discipline en particulier, mais vraiment d'aller chercher dans toutes les disciplines existantes, parce qu'on ne renie pas la science et les connaissances qui existent jusqu'à maintenant. On va aller puiser dans toutes les disciplines qui nous semblent pertinentes pour répondre aux problèmes qu'on a identifiés et pour lesquels on essaye de trouver une solution, sans se dire voilà, ça c'est telle discipline ou ça c'est telle discipline. En fait, c'est le savoir dans son ensemble en fait qui nous importe, et les connaissances qu'on peut apporter et les solutions qu'on peut réfléchir dans un cadre global, comme disait Céline. Est-ce que pour finir, chacune de vous pourrait me dire pourquoi, à son sens, ce serait intéressant, important que d'autres personnes, qui pour l'instant ne connaissent rien à la gynéologie, s'y intéressent? Alors moi, j'aimerais que beaucoup de personnes s'intéressent à la gynéologie parce que, comme on l'a dit, on essaie collectivement d'apprendre à se connaître, se chercher ensemble des solutions. Et moi, je crois beaucoup en l'intelligence collective. Et plus on est nombreux et nombreuses, surtout, à réfléchir ensemble, pour moi, plus loin on ira, tout ensemble. Et plus on pourra diffuser ce que disait Sarah, cette envie ce souhait de lutter contre la guerre, contre l'oppression. Enfin, j'ai envie que ça se diffuse, en fait, et que chaque personne puisse se sentir responsable à son échelle, mais du coup dans un collectif, de ce changement de société qu'on veut voir apparaître. J'aimerais que beaucoup de femmes rejoignent la gynéologie parce qu'on a d'énormes chantiers, il y a énormément de choses à découvrir, il y a énormément d'histoires de femmes qui ont été invisibilisées à refaire découvrir et à rechercher, et beaucoup de concepts développés par la gynéologie qui sont à creuser dans nos territoires aussi, parce que ce qui est important, c'est que la gynéologie, elle s'ancre dans des territoires et qu'on parle d'où l'on est et d'où l'on vit et d'où l'on se sent. Et que plus on sera de femmes d'endroits différents et d'origines différentes, plus en mixant nos diversités, en fait, on pourra aussi avoir une vision plus globale. Je pense que en ce premier quart de 21e siècle, on voit que la société, et notamment les femmes, puisqu'on voit les mouvements de femmes qui sont à l'avant-garde de tous les mouvements de libération, que ce soit des mouvements démocratiques, écologistes, et puis bien entendu les mouvements féministes ou autres, où on voit vraiment le rôle des femmes qui est très 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 important, et les attaques contre les femmes aussi, donc qui les accompagnent. On voit qu'il y a une recherche que l'ancienne manière de penser, l'ancienne manière d'analyser les choses, on a parlé du positivisme, aujourd'hui ça tombe. Et il y a donc à la recherche de quelque chose de nouveau,
et il y a une forme de vide. On parlait du pouvoir aussi tout à l'heure, mais il y a aussi une forme de vide qui essaye, avec des forces en fait, on va dire obscures, qui essayent de diriger la société plutôt vers des questions plutôt de fascisme et de conservatisme. Mais d'un autre côté, notamment chez la jeunesse aussi, il y a vraiment cette volonté d'essayer de trouver quelque chose de nouveau, de différent. Et la gynéologie, elle peut vraiment permettre, grâce au lien de cette science des femmes en lien avec l'ensemble de la vie et le paradigme d'Abdullah Öcalan sur la modernité démocratique, quelle nouvelle modernité on peut créer ensemble. Eh bien, ça donne des outils, ça donne de l'espoir aussi beaucoup, pour pouvoir penser une sortie de la crise, une sortie de ce chaos qui soit un nouveau printemps et non pas dans cette, on va dire, ces temps difficiles, parce que on le sent, on le ressent en nous, on le voit, on le vit au quotidien, que ce soit en Europe, mais encore plus, je pense, ailleurs aussi dans le monde où c'est palpable, notamment au Kurdistan, de se dire que la manière dont on va pouvoir affronter cette époque dans laquelle nous vivons va pouvoir permettre de construire un futur. On va pouvoir donner en fait la couleur que l'on veut à ce futur en commun. Et la gynéologie, elle apporte ça. Et même si ça demande des efforts, ça demande aussi comme on disait tout à l'heure, de changer nos mentalités, de se retrouver, mais d'avoir aussi ça demande des efforts aussi de travailler ensemble, de réfléchir ensemble, de vivre ensemble. Et mais dans ce chemin, ça fait partie d'une lutte en chacune d'entre nous et ensemble, qui nous permet vraiment au quotidien d'avancer dans ce 21e siècle que l'on veut, celui de la révolution des femmes. Alors, je suis désolée parce que je vous annonçais que c'était la dernière question, mais en fait, j'en ai encore une. Parce que ce que vous venez de me dire me donne envie de parler de la question du territoire. La question du territoire à deux niveaux, c'est-à-dire que moi, là où je trouve que la gynéologie est intéressante, c'est que ça permet de nous décentrer en tant que pays du Nord, en voyant des zones de progressisme ailleurs, et notamment dans le Sud, qu'on a tendance à déconsidérer et à avoir une attitude un peu néocoloniale, où on a l'impression qu'on est plus en avance, que c'est nous le modèle absolu. Et là, ça permet d'inverser ce paradigme-là, mais aussi le territoire en tant que espace des possibles, parce que effectivement la situation internationale entre l'Ukraine et Gaza et bien d'autres territoires qu'on nomme même pas à quelque chose de décourageant. Et finalement, je trouve que penser au niveau de l'échelle locale, ça redonne aussi de la force de mouvement, ça réouvre des possibilités, ça nous met à une échelle où en fait on peut redevenir agissante. Ce que la situation internationale nous donne un peu l'impression qu'on est entravé, et repenser à qu'est-ce qu'on peut faire sur son territoire. Moi, je suis bénévole dans une association qui s'appelle 20e Solidaire, et c'est vrai qu'avec la dernière loi immigration, on se dit mais qu'est-ce qu'on va réussir encore à changer quand en 25 ans on en est à la 25e loi sur l'immigration. Il y a quelque chose d'absolument décourageant, et de voir qu'au niveau du territoire, en fait, on arrive encore à trouver des hébergements pour des mineurs isolés, on arrive encore à faire pression pour qu'il y ait des personnes qui travaillent sur les chantiers des Jeux Olympiques soient régularisées. Voilà, je pense que vraiment c'est la porte d'entrée qu'il nous faut prendre pour encore avoir des axes de changement. Et cette question du territoire, elle est importante aussi pour la gynéologie. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur cette notion-là ? Alors moi, je viens d'un milieu très rural. Et la gynéologie, pour ça a été une révélation, parce que j'ai réappris à travailler sur mon territoire, à comment on dit, fédérer autour d'un sujet, là où quand je regarde les infos, en effet, je me sens très seule face à ce qui se passe en Ukraine et à Gaza notamment, et ailleurs. Et là, avec la gynéologie, j'apprends à travailler avec d'autres camarades sur des sujets précis ou plus larges. Et surtout, après, on met tout ça en commun quand on se retrouve l'été en camp entre femmes de toute la France ou même du monde entier, puisque l'année dernière, il y avait des femmes kurdes qui étaient là, et c'est très très riche en fait d'avoir tous ces retours d'expérience, ce que chaque groupe fait sur les territoires. Et puis après, on peut aussi aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il y avait
la conférence internationale des femmes à Berlin. Enfin voilà, ça permet en travaillant à partir d'un territoire, on peut soit rester sur son territoire et développer ce qu'on veut, mais on peut aussi aller plus large et retrouver des groupes de femmes de partout, dans toute l'Europe, même dans tout le monde, parce que cette conférence, il y avait vraiment des femmes qui venaient du monde entier, d'Afghanistan, d'Égypte. Voilà, c'était pas que des femmes kurdes, et ça, pour moi, c'est formidable parce que ça me permet de me sentir moins seule et ça me donne beaucoup d'énergie. La gynéologie m'a donné envie d'aller déployer tout ce que j'ai appris, toutes les expériences que j'ai faites dans la gynéologie dans un territoire où ça me semble beaucoup plus possible qu'à Paris. Et je pense que c'est la question du territoire, pour moi, elle n'est pas résolue dans le sens où j'ai envie d'aller m'ancrer quelque part où ça aurait plus de sens qu'à Paris. Et la question du territoire, que ce soit dans, bien entendu, le mouvement des femmes kurdes, puisque c'est voilà la population kurde est une population qui a été niée, une identité qui a été niée, et dont le territoire est colonisé. Il y a énormément d'exilés à cause de la répression. Donc c'est vrai que cette rencontre qu'on a déjà, elle nous questionne sur qu'est-ce que le territoire, qu'est-ce que le lien entre les femmes et leur terre et leur culture, leurs origines, leur langue. Tout ça, c'est quelque chose qui du coup nous a interrogés aussi, et on a parlé de l'État-nation tout à l'heure, et puisque nous on travaille notamment en francophonie et concrètement toutes les trois plutôt sur le territoire français, là où on est né, eh bien on voit aussi très bien que cette État-nation qui s'est constituée ici en France, eh bien elle nous a souvent coupé de cette réflexion sur la question du territoire, et c'est très intéressant puisqu'on est des femmes, donc comme l'a dit Céline, qui viennent plutôt du milieu rural, mais on voit très bien en France le milieu rural, il est souvent mis à un second plan. Et comme l'a dit Lison, où c'est plutôt des grosses villes, et notamment on vit dans un système très centralisé en France, donc Paris, c'est presque... Il y a cette expression qui dit quand Paris éternue, c'est toute la France qui est malade, mais on le voit très bien. Et en même temps, c'est un territoire où c'est très difficile de conserver une identité et un lien. Et donc, il y a aussi cette recherche pour des gens peut-être qui ont perdu cette notion de territoire ou ce lien, cette recherche de où est-ce que je m'ancre, où est-ce que je m'enracine, et aussi pour des gens qui sont exilés ou qui viennent de familles qui sont d'origine, qui viennent peut-être des anciennes colonies françaises ou d'autres parties du monde et qui sont arrivés ici, qui sont nés ici et qui vivent entre deux cultures, entre peut-être l'espoir de retourner un jour sur sa terre quand c'est souvent pour les familles d'exilés politiques, ou d'un autre côté d'être né dans un pays dans lequel eh bien, il y a du racisme, il y a du nationalisme, et où on n'est jamais vraiment d'ici ou d'ailleurs. Et ça, c'est des questions qu'on développe beaucoup ici avec différents, on va dire, points d'ancré, parce que les problèmes sont différents, mais la recherche, ce lien fort, et qui est pas un lien de propriété, pas du tout, territorial ou autre chose, mais plutôt de qui je suis, d'où je viens, et là où je suis, qu'est-ce que je fais et pourquoi je me bats, et avec qui et comment. Ça, c'est vraiment très fondamental dans nos recherches, et en tant que femme, quel est notre rôle là-dedans? Alors, on rappelle comment ça s'écrit, gynéologie, parce qu'on voit effectivement des façons très diverses de l'orthographier. Donc, J-I-N-E-O-L-O-J-I, chapeau. Voilà, et puis on vous encourage à lire le site internet et puis tous les travaux en lien avec la gynéologie, et si le sujet vous intéresse, évidemment pourquoi pas participer à des rencontres, à un camp d'été. Voilà, vous serez toutes les bienvenues. Donc je vous remercie d'avoir participé à cet épisode du podcast Lutte Kurde. Je rappelle que nous sommes présents sur l'ensemble des plateformes de podcast, et que pour bénéficier d'un peu de visibilité, et que pour des personnes qui ne connaissent pas nécessairement le sujet puissent être informés de l'existence du podcast, c'est très important de nous noter. Voilà, nous sommes dans la société de la notation, ça ne fait pas plaisir, mais ça fait partie des algorithmes, donc n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en mettant des petites étoiles. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast.